Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Vous êtes Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances. En ce 6e jour de guerre au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, ce qui va avoir de lourdes conséquences chez nous avec une hausse des prix du gaz et du pétrole. Dominique Schelcher est président directeur général de Coopérative U, invité de France Info ce matin. Il assure que cet argent n'ira pas dans les poches des distributeurs. Le grand gagnant dans cette affaire, c'est qui? C'est l'État. Plus de 51% du prix que vous payez à la pompe part directement dans les poches de l'État et qui en a besoin en plus actuellement. L'essentiel du prix du carburant, ce n'est pas la marge du distributeur comme on peut l'imaginer, comme on l'entend de temps en temps actuellement, ce sont les taxes. Le grand gagnant, c'est l'État. Éric Coquerel, que demandez-vous celui qui était à votre place hier, le ministre de l'économie, de prendre des mesures? En tout cas, oui, de sans tarder y réfléchir, parce que j'ai peur que si on tarde, ça soit trop tard. Bon, de ce que je comprends, les effets mécaniques de l'augmentation, les effets de la guerre sur le pétrole va produire des augmentations où on va arriver très vite à tutoyer les 2 €. J'ai cru comprendre que dans certaines stations, c'était déjà le cas. Ça commence, oui. Voilà. Pour l'instant, c'est entre 10 et 15 centimes. Certains craignent plus exactement les 2 €, et le ministre de l'économie a dit non, il n'y a pas de risque de pénurie, ce ne sera pas le cas. Hier, il a dit que ça ne serait pas le cas. Oui, des fois, ils annoncent des choses, il ne se passe pas comme ça. Donc moi, je préfère quand même prévenir que guérir. Or, on sait en plus que la question du carburant rentre dans le pouvoir d'achat des Français de manière importante, y compris souvent les Français les plus défavorisés. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à un blocage des prix. Un blocage des prix. Oui, un blocage des prix, de façon à ce que, justement, quelque part, on n'aille pas vers cette augmentation, parce qu'une fois qu'on y sera, ça sera trop tard. Voilà. Marine Le Pen propose, elle, de baisser la TVA, de jouer sur une taxation flottante. C'est une bonne idée? Alors, c'est pas une bonne idée si vous bloquez pas les prix, en tout cas, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que les effets mécaniques, on les connaît. C'est que quand on a juste baissé la TVA, non seulement on appauvrit les moyens de l'État, ce qui est, à mon avis, pas satisfaisant, mais surtout, en réalité, il peut y avoir un effet d'aubaine où l'augmentation des prix continue et quelque part, en réalité, ça va dans la poche, effectivement, des distributeurs et non pas des consommateurs. Donc qu'est-ce que vous avez en tête? Il ne peut pas y avoir de solution, en tout cas, sans le blocage des prix. Ça veut dire quoi, exactement, le blocage des prix? Comment on fait très concrètement? À un moment donné, on arrête le prix là, on est en situation de crise, oui. Voilà, déclenchée par cette guerre, on y reviendra après, je pense. Bien sûr. Donc, à partir de là, de façon à ce que ça ne dira pas, on bloque les prix jusqu'à ce qu'on retrouve une situation normale. Ça veut dire que là, à 11h, le ministre de l'économie reçoit, Dominique Schelcher, qu'on a écouté, les grands distributeurs de carburant, et il doit dire, pour éviter les augmentations. Écoutez, alors d'abord, le ministre... On bloque les prix. Alors, ministre de l'économie... Il en a le pouvoir, déjà. Oui. Alors, le ministre de l'économie, déjà, ce que je pense qu'il devrait faire, et nous l'avons déjà demandé d'ailleurs pour les questions de défense et militaire, nous avons demandé, vous savez, un débat 50-1 à l'Assemblée, sans plus tarder, même si nous sommes pour l'instant en réserve électorale, mais je pense que... À quoi ça servirait de débattre? À quoi sert l'Assemblée nationale? Sachant qu'en plus, la France s'est tenue très éloignée de cette situation américaine et israélienne. À quoi servirait ce débat? On va aborder tous les débats. C'est vous qui en parlez. Mais que The Chasse, la France va envoyer le porte-avions Charles de Gaulle dans la zone et prévoit des interventions défensives. Donc on voit bien que si on n'est pas belligérant pour l'instant, et heureusement par rapport à cette guerre hors du droit international, on n'est plus complètement, j'allais dire, en dehors de cette affaire. Donc moi je pense qu'il y a besoin, besoin d'un débat 50-1, et je finis juste là-dessus, je serais pour qu'il se prolonge très vite sur les questions économiques, puisqu'il y a des réunions d'urgence à Bercy, de façon à ce que les parlementaires soient informés, et à partir de là, il puisse y avoir des propositions. Et parmi ces propositions, je ne dis pas qu'il faut le faire forcément aujourd'hui, là, pile poil, mais pendant ces propositions, je crois que dans l'éventail, le ministre de l'économie doit assez vite réfléchir à la question du blocage des prix. Et vous le financez comment, ce blocage des prix? Comment on le finance? J'imagine que c'est une mesure qui doit être financée par ailleurs. Il y a un marché sur lequel on se fournit. Donc les distributeurs feront un peu moins de marge. Qu'est-ce que je vous dis? Oui, donc c'est aux distributeurs de faire un effort. Oui, alors on peut éventuellement réfléchir après, si les situations perdurent, non pas sur la TVA, mais sur la TICP flottante, etc. Il peut y avoir des ajustements sur une certaine période, de façon à ce que l'effort soit réparti, j'allais dire. Mais là, dans l'urgence, pour l'instant, vu les marges des distributeurs et les marges des pétroliers dans la situation actuelle, qui d'ailleurs, pour le coup, ne sont pas à plaindre. C'est-à-dire, bizarrement, à partir du moment où vous avez une situation de guerre qui provoque une raréfaction, c'est pas forcément les pétroliers qui en sont les victimes. Je parle des entreprises pétrolières. Et donc là, moi, je crois que on peut se permettre de prendre ces décisions. Ça veut dire quoi, pas à plaindre? Ça veut dire que vous craignez qu'ils profitent de cette crise? Ah, ça c'est déjà vu. J'ai pas dit qu'ils le faisaient, mais j'ai dit que pour l'instant, ils sont pas à plaindre au niveau de leur marge. Donc,
on peut, dans le temps imparti et comme décision urgente, faire en sorte que ça soit sur leur marge, que se fasse le blocage des prix. Sauf qu'aujourd'hui, ça soit ça sur la marge des consommateurs. Aujourd'hui, comme le disait Dominique Schelcher, entre 50 et 60% du prix du pétrole, aujourd'hui, la majorité, c'est les taxes, c'est l'État. Enfin, non, ce qu'il reste par ailleurs, c'est des bénéfices quand même très conséquents des entreprises pétrolières. Éric Coquerel, cette situation, elle est le produit du blocage du détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron a évoqué cet enjeu stratégique lors de son allocution mardi soir, en annonçant l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle avec une vingtaine d'avions à son bord. Il doit arriver en Méditerranée dans environ 8 jours. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ? Non, je ne crois pas. Pourquoi ? Et c'est tout le paradoxe un peu du discours d'Emmanuel Macron, c'est un peu de vis-à-vis de cette guerre qui est complètement... En gros, c'est la guerre qui institue de manière encore plus forte le droit du plus fort annoncé par Trump dans les rapports internationaux. On l'a eu sur il dit pour être fort, il faut être craint. Comment ? Le président dit pour être fort, il faut être craint. Oui, moi je crois que pour être craint, il faut être compris d'abord. Et le problème de la situation française, c'est qu'on a un discours qui varie parfois de jour en jour et qui varie même parfois dans le même discours. Par exemple, on peut pas à la fois dire, je trouve, que on sera uniquement dans des interventions défensives liées avec nos accords internationaux avec certains pays du Golfe. Ça, je peux le comprendre. C'est-à-dire que, en gros, les drones et les missiles qui arrivent sur les pays avec lesquels on a des accords de coopération, le Koweït, on se débrouille Qatar, pour notamment. qu'ils ne frappent pas ces pays. Mais en même temps, dire qu'on envoie le porte-avions Charles de Gaulle, j'allais dire qui est une menace potentielle un peu plus importante avec ces et qui met la Rafales. France comme un belligérant possible. Pour vous, c'est pas simplement défensif, c'est ça, c'est offensif. Bah, écoutez, à quoi sert d'aller mettre le porte-avions Charles de Gaulle dans cette région du monde, etc. Est-ce que Alors, ça l'Élysée correspond dit à mon aujourd'hui, avis c'est purement défensif, je vais revenir, c'est pour protéger nos intérêts dans la région, à ce qui devrait être défendre la nos position alliés. française, pour moi. Allez-y. À partir du problème. La position française, ça devrait être d'abord de dire cessez le feu dès maintenant. Et que nous refusons cette guerre, comme on l'avait fait pour la guerre en Irak, parce qu'on retrouve beaucoup de points de comparaison, comme Chirac l'avait fait. 2003. On devrait être sur la situation, en gros, que Sanchez fait en Espagne. Bon. Vous ne croyez pas si bien qu'on dire, regardez, on va l'écouter. Justement, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui a pris la parole et qui résume la position de son gouvernement en 3 mots. En definitiva, En résumé, la position du gouvernement espagnol peut se résumer en 4 mots. Non à la guerre. Il répondait au président américain Donald Trump qui menace de couper tout commerce avec l'Espagne puisque le président américain reproche au pays son refus de laisser à l'aviation américaine l'accès à des bases militaires situées dans le sud du pays. Hier soir, la Maison-Blanche a quand même dit que l'Espagne acceptait de coopérer. Mais vous, manifestement, vous l'avez écouté, Pedro Sánchez, et vous pensez comme lui qu'il faut éviter toute entrée dans ce conflit. Manifestement, Donald Trump l'a écouté aussi, c'est pour ça qu'il le menace maintenant. Je suis assez satisfait que, moi je l'avais demandé, je suis satisfait que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron apporte sa solidarité aux responsables espagnols. Mais oui, je pense que c'est la bonne position à avoir. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans une période extraordinairement dangereuse. Alors on voit bien qu'il y a un risque. D'ailleurs, il est déjà sous nos yeux de conflit généralisé dans cette région, mais on voit bien que vu les acteurs et vu la situation, cela pourrait dégénérer au-delà. On voit bien que la situation économique est complètement perturbée et que le fait d'instituer le droit du plus fort, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez les moyens, vous décidez d'aller exécuter un dirigeant qui ne vous plaît pas, vous décidez d'envahir ou de bombarder un pays avec lequel vous estimez que les négociations ne vont pas assez vite ou que en réalité vous ne voulez pas de négociations puisqu'on sait qu'il y avait des négociations en cours sur le désarmement nucléaire qui étaient quand même plutôt pas mal parties via Oman. Bon, on va dans une situation qui rappelle malheureusement ce qui s'est passé avant les 2 guerres mondiales, avant qu'on érige le droit international et l'ONU. Donc la France devrait être du côté du droit international et de l'ONU. C'est ça qui ferait sa force. Et aujourd'hui, on est entre les deux, quoi. On revient 100 ans en arrière pour vous? Non, je reviens pas 100 ans, je reviens quelques années en arrière où c'était encore avant les 2 guerres mondiales. Non, ce que je dis, c'est que la situation actuelle ressemble gravement au moment où, dans l'histoire de l'humanité, justement, il n'y avait pas l'ONU, il n'y avait pas le droit international, et où on était sur une loi du plus fort. On a vu ce que ça a donné, et là, on est en train de repartir sous l'impulsion de Donald Trump et de M. Netanyahou dans cette situation, après que M. Poutine ait fait la même chose en Ukraine. Mais vous remarquerez que sur l'Ukraine, excusez-moi, on a condamné nous, mais évidemment la France, sans ambiguïté, l'agression russe en Ukraine. Là, on ne le fait pas. Non, le président Emmanuel Macron a condamné une intervention qui se faisait sans le droit international en disant que l'usage de la force n'était pas acceptable dans ces conditions, sans cadre légal. Nous, ce qu'on voulait comprendre, c'est que vous réclamez un cessez-le-feu immédiat. Mais un cessez-le-feu immédiat, Éric Coquerel, ça veut dire qu'on laisse le régime des mollahs en place ?
Mais de toute façon, vous savez très bien que l'objectif de Donald Trump, il l'a dit clairement lui-même, c'est pas le fait de remplacer le régime des Mollahs par une démocratie. C'est pas ça ça peut la être question. Une des conséquences de l'intervention. Peut-être, mais ce n'est pas cela qui est son objectif. Je veux dire, chacun doit le comprendre, tout comme c'était pas l'objectif des Américains quand ils sont intervenus en Irak. On a des leçons sur cette région du monde. On sait que quand vous avez des interventions extérieures, peut-être que vous arrivez à un moment donné à éliminer tel tyran, etc., que nul ne regrettera, mais en réalité, c'est pour des solutions qui sont pas meilleures. Bon, donc, fort de cette histoire, on ne peut pas se retrouver dans une situation où les conflits entre les États se règlent de cette manière-là. Parce que sinon, comment voulez-vous que ça s'arrête ? Aujourd'hui, ce sont les Américains et les Israéliens qui sont assez forts pour décider qu'ils vont éliminer un dirigeant indien. Mais qui vous dit qu'un jour, ça ne sera pas l'inverse ? Et est-ce qu'on cautionnera le fait que des pays puissent, par exemple, décider d'éliminer M. Netanyahou, si bon leur semble, du fait qu'il est lui aussi recherché pour crime de guerre ? Vous voyez bien que... Éric Coquerel, on va continuer à dérouler la pensée du pacifiste que vous êtes, mais pour l'heure, il est 8h45 et avec Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances de l'Assemblée, avec Camille, on a une question sur la notion de droit international. Oui, mardi soir, le chef de l'État a pris la parole. Il a rappelé que l'intervention américaine s'était faite en dehors de tout cadre légal, en dehors du droit international, mais il a aussi insisté sur la responsabilité première de l'Iran. On l'écoute. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Éric Coquerel, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos du président ? Est-ce que les premiers responsables de la situation, ce sont les dirigeants iraniens ? Ce sont évidemment, ils font partie des principaux responsables de la situation. Pas les premiers ? Il vous a pas échappé, par exemple, que la bombe, enfin en tout cas le nucléaire, le projet nucléaire iranien est illégal, mais que Israël a de manière aussi illégale la bombe. Donc si on parle de désarmement dans la région, par exemple, je crois, et je suis pour, il va falloir parler d'un désarmement régional, parce que sinon les uns vont considérer qu'en réalité ce qui est bon pour un pays ne l'est pas pour l'autre. Donc ils n'ont pas de responsabilité. De la même manière, vous dites la responsabilité première, par exemple, de ce que fait le régime iranien vis-à-vis de sa population, et je vous suis totalement. Mais la responsabilité, par exemple, d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, avec un génocide... Là, on parle... Pourquoi vous répondez Israël quand on vous parle d'Iran ? Je reviens là-dessus. On n'est pas dans une situation aujourd'hui où, quelque part, on aurait d'un côté le bien qui pourrait s'affranchir du droit international pour mettre fin, j'allais dire, à un État sanguinaire et qui mettrait en péril la paix du monde. Mais le problème, c'est que de ce point de vue-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses sont partagées et que donc, à partir de là, c'est bien pour ça que les choses ne peuvent être résolues qu'à partir du moment où on s'abrite derrière le droit international. Ce n'est pas ce que font Trump et Netanyahou. Et là, à partir de là, ça ne règle rien. C'est votre position par rapport au changement de régime. Vous dites les peuples doivent prendre leur destin en main et décider eux-mêmes d'un changement de régime. Il n'y a pas un seul exemple. Les Iraniens se sont soulevés à plusieurs reprises, dont récemment, en janvier dernier, soulèvement qui a été réprimé, qui a causé des dizaines de milliers de morts dans le sang. On fait quoi pour les aider dans ce cas-là ? Mais excusez-moi, on a fait quoi d'ailleurs ? Rien. Non, mais vous proposez quoi, vous, à la France Insoumise ? Mais ce que nous proposons à la France Insoumise, c'est que, par exemple, vis-à-vis de l'Iran, il doit y avoir des mesures de rétorsion qui sont prises, ça doit être pris dans le cadre de l'ONU, au sein de l'ONU, et de décider comme ça. Mais vous remarquerez que, encore une fois, on serait beaucoup plus habilité justement à être efficace et utile vis-à-vis des dirigeants iraniens quand ils font ça, si on l'était également vis-à-vis, par exemple, je prends Israël parce que c'est l'autre composante qui commet, j'allais dire, des enfreintes par rapport au droit international, aux crimes de guerre, aux crimes d'humanité très importants. Donc là-dessus, la réponse, vous n'avez pas, vous n'avez pas, la démocratie je vais vous le dire autrement, vous n'avez pas de solution. Il y a un signe égal entre les deux ? Vis-à-vis de... excusez-moi, si vous demandez aux 70 000 Palestiniens qui ont été tués, aux 200 000 victimes, s'ils estiment que M. Netanyahou est un peu plus humaniste dans sa façon, aujourd'hui, d'éradiquer le peuple palestinien, je pense qu'ils n'auront peut-être pas les réponses que vous attendez. Monsieur Coquerel, bien que quand Emmanuel Macron ajoute et que, à partir de là, je le répète, s'il vous plaît. En réalité, attendez, juste une chose. Il n'y a pas un exemple, encore une fois, je serais prêt à prendre, il n'y a pas un exemple
de changement de régime positif qui était amené par la force, surtout quand ceux qui agitent la force n'ont pas j'allais dire quelque part, une légitimité morale telle que l'on pourrait estimer qu'ils ont le droit parce que finalement ils représentent la démocratie. Et en plus de ça, chacun sait que c'est pas ça dont il est question. Il est déjà 8h50 c'est le pétrole, et on a c'est beaucoup les de intérêts questions géostratégiques américains. On a beaucoup de questions et sur Jean-Luc Mélenchon et sur les municipales. C'est une question importante, c'est la paix du monde. C'est pour ça que j'en ai une dernière là-dessus. C'est pour ça que j'en ai une dernière là-dessus. Quand Emmanuel Macron, dans son allocution, ajoute: il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple et aucun ne sera regretté. On essaie de comprendre très simplement. Est-ce que vous vous réjouissez, oui ou non, de la mort de l'ayatollah Khomeini ce matin? Comment voulez-vous que je regrette la mort de Khamenei? Sur France 24, sur notre de France 24, vous aviez dit que vous auriez préféré qu'il soit traduit en justice. Ah oui, bien sûr. Parce que je pense que moi, je suis du côté du droit international et je préférais qu'il soit traduit en justice de façon à justement quelque part faire face à ces crimes. Tout comme je pense que c'était bien que les dignitaires nazis soient traduits à un moment donné en justice à Nuremberg et soient pas seulement exécutés. Voilà, je pense que je me place de ce côté-là. Donc oui, je le confirme. Mais encore une fois, la question n'est pas de regretter ou pas. La question, c'est est-ce que ce qui est en train de se passer va être, j'allais dire, un signe de progrès et de paix pour l'Iran, mais aussi pour les peuples de cette région. Et j'allais dire que la réponse, elle est évidente. On l'a depuis des décennies, c'est non, malheureusement. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'on rentre dans une situation extraordinairement dangereuse où désormais, chacun, dès lors qu'il se sentira suffisamment fort, se permettra d'intervenir en dehors du droit international. Ça, c'est le risque de conflit mondial. Éric Coquerel, on voulait aussi vous parler de la France et des municipales qui ont lieu dans quelques jours avec un niveau de tension jamais atteint à gauche, entre le Parti Socialiste et la France Insoumise notamment. Mardi, le Parti Socialiste a publié un communiqué pour dénoncer, je cite, les caricatures complotistes et propos antisémites intolérables de Jean-Luc Mélenchon. Ce texte faisait suite à plusieurs épisodes où Jean-Luc Mélenchon a, volontairement ou non, c'est le débat, écorché des noms à consonance juive. On écoute. Comme monsieur Glucksmann, et je ne sais qui encore, Glucksmann, pardon, après, j'en ai pour des heures, quoi. Alors Jean-Luc Mélenchon s'est ensuite dit désolé, il a annoncé regretter ses propos. Que dites-vous à ceux qui n'y croient pas? Écoutez, je dis à ceux qui ne croient pas, je dis surtout à ceux qui instrumentalisent ça, notamment maintenant le Parti Socialiste, après que c'était le cas de ce qu'on a le socle commun macroniste. Je dis à ces gens-là que vis-à-vis de l'histoire et le danger que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire d'une extrême droite qui grandit dans ce pays et qui peut prendre le pouvoir, ils prennent une responsabilité, ou plutôt ils sont totalement irresponsables. Parce que attaquer la principale formation de gauche, soit en la remettant sur une question du ni RN, ni LFI, puis maintenant on voit bien que c'est l'exclusion de LFI seul, parfois même à l'avantage du RN, comme le proposait Aurore Berger avec des alliances avec le RN, ou comme le fait le Parti Socialiste, c'est-à-dire en excluant toute alliance, en nous mettant quasiment sur le dos la mort du jeune identitaire à Lyon, et en nous mettant sur le dos un antisémitisme dont on voit bien qu'il est fabriqué depuis maintenant des mois. Bien sûr, il est fabriqué depuis des mois, depuis notre position sur le conflit Israël, depuis notre position sur le génocide en cours commis par Israël. Je peux vous dire que c'est là-dessus que nous avons hérité de la question de l'antisémitisme et que c'est pas nouveau, parce qu'à chaque fois que la gauche radicale prend de l'importance dans nos pays occidentaux, ses dirigeants se voient traités d'antisémites. Ça a été le cas avec Corbyn, c'est une manière quelque part de les discréditer. Quand Raphaël Glucksmann sur France Info dit « On ne joue pas avec une salle sur des noms à consonance juive ou étrangère », Jean-Luc Mélenchon confirme qu'il est devenu le Jean-Marie Le Pen de notre époque. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vais vous dire, je trouve ça lamentable. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a été plus loin, il a même parlé de Jean-Marie Le Pen du Signal. Alors, du détail, pardon. Le détail de Jean-Marie Le Pen. Je vous rappelle que le détail de Jean-Marie Le Pen, quand Jean-Marie Le Pen a utilisé ce terme-là, non seulement il a assumé le fait que c'était bien le fait de dire que la Shoah était un détail de l'histoire, dans, j'allais dire, ce qui était l'antisémitisme évident de Jean-Marie Le Pen, même si M. Bardella estimait qu'il n'était pas antisémite. Bon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, à un moment, par rapport au fait d'avoir écorché effectivement le nom de M. Glucksmann, tout comme dans le même discours, il avait écorché les noms de Mme Philbout, etc., ce qui n'est peut-être pas à faire, ça c'est clair, raison pour lesquelles il l'a dit. Est-ce qu'à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon
assumer qu'en réalité, il utilisait ça pour, j'allais dire, pointer la judéité de M. Glucksmann. Bien sûr que non. Donc, si c'est le cas, on peut peut-être entendre que quand, par exemple, Jean-Luc Mélenchon dit son désaccord sur le fait que, ou en tout cas, remarque que depuis que l'affaire Epstein se lance, on a plutôt tendance à parler d'une consommation russe. Epstein, c'était ça dont il s'agissait, en laissant penser peut-être que finalement les Russes seraient dans l'affaire. Est-ce que ça la vaut ? Est-ce que pour vous, vous croyez que quand il parle d'Epstein, il pense au fait que Epstein serait de religion juive, ou de culture juive, ou alors est-ce qu'il pense plutôt que c'est un pédocriminel en série, suprémaciste et raciste ? Ce n'est pas la première fois Bien que évidemment, c'est ça la réponse. Joue alors, avec ces consonances, ou alors se trompe dans la prononciation de patronyme juif. Ce qu'on lui reproche également, c'est son soutien à la jeune garde, malgré le décès de Quentin Durand que vous avez cité. Selon les nouveaux éléments de l'enquête, il y a 7 jeunes hommes qui sont mis en examen, tous membres de la jeune garde ou proches de l'organisation. Des nouvelles interpellations ont eu lieu hier. Vous continuez toujours de soutenir ce mouvement ? Écoutez, alors j'ai vu d'ailleurs que dans le texte du PS, on nous pointe quasiment la responsabilité sur la mort de jeunes identitaires, alors que nous avons toujours été très clairs sur la question de la non-violence et que, évidemment, nous avons condamné ce qui s'est passé à Lyon. Mais qu'importe, on peut faire ce qu'on veut. Je vais répondre à votre question et ça va répondre. Vous me dites, vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, ce que le système, en gros, c'est-à-dire tous ceux qui pensent que quelque part, ils doivent en réalité alterner à la tête du pays pour finalement faire la même politique et surtout ne pas rompre avec les politiques néolibérales actuelles, nous reprochent et d'exister. Voilà. Le Parti socialiste n'a jamais supporté, en réalité, on va dire la direction du Parti socialiste, parce que vous avez remarqué qu'on a fait un appel aux militants et aux élus qui ne mettent pas en application cette mesure, cette consigne irresponsable de pas d'alliance nulle part, parce que ça sera la porte ouverte à l'extrême droite, au municipal et même au présidentiel, si vraiment cela a été mis en place. Mais ce que fait la direction du Parti socialiste, c'est en réalité qu'elle n'a jamais supporté que la gauche dans ce pays, majoritairement, soit représentée par une gauche de rupture, une formation de rupture, qui à partir de là est en capacité peut-être de gouverner le pays. Et donc, les attaques fusent, je pense que fusent en plus dans un moment où j'insiste sur leur irresponsabilité. Lisez le bouquin de Johan Chapoutot qui s'appelle Les Irresponsables. Je vous fais ce conseil. Je fais ce conseil à nos auditeurs parce qu'ils vont voir beaucoup de comparaisons entre la montée du nazisme dans les années 30 avec différentes forces qui appartenaient à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypercentre, le Parti socialiste de l'époque et autres, qui peu à peu ont préparé la voie du nazisme, se sont plutôt acharnés contre les formations de gauche et ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi je dis que c'est totalement irresponsable. Il est 8h57 sur France Info et c'est l'heure de la question qui aujourd'hui, la question qui chasse en meute. Le militant pour les droits de l'enfant, Lies Loufoque, ancien double candidat LFI aux législatives, a choisi de soutenir le candidat socialiste à la mairie de Paris qui s'appelle Emmanuel Grégoire et ce qui lui vaut des accusations de trahison par des militants LFI. Il vient de supprimer son compte X, il rompt avec votre parti. Est-ce que, encore une fois, il n'y aurait pas un problème de violence dans votre parti ? Ouais, j'ai vu ça. Écoutez, je viens juste de voir ça, je ne sais pas que vous allez me poser la question, parce que je n'étais pas au courant, donc je vais... Vous me permettrez de regarder un peu plus attentivement que de voir des titres de journaux qui alertent là-dessus. Je peux juste vous dire que sur le cyberharcèlement en ligne, sur les attaques, etc., le moins qu'on puisse dire, c'est que nos adversaires sont vraiment pas au reste vis-à-vis de nous. Donc, je veux bien que on nous impute absolument tous les travers, y compris de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui est souvent à condamner par ailleurs. Mais je trouve que la ficelle est un peu grosse. Aucun tort chez vous ? Comment ? Aucun tort chez vous là-dessus ? Chez les militants LFI qui peuvent parfois... Moi, je ne suis pas d'accord. Globalement, je ne suis pas d'accord avec le cyberharcèlement en ligne. Je pense que je ne suis pas d'accord avec la manière souvent dont on agite les réseaux sociaux en général. Mais je peux simplement vous dire, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce militant, que par ailleurs, je vous rappelle, on avait investi deux fois, à 2 reprises. Bon, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce militant. Je vous dis juste que si on veut regarder les attaques en ligne et même les menaces directes de mort que nous recevons, etc., du fait, par exemple, que certains nous traitent d'antisémites, une militante encore hier, un député, Marianne Maximi, qui a été agressée sur ce thème à Clermont, le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne crois pas qu'on soit du côté des coupables. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci, Camille Vigonne-Lecoat. On vous lit dans le Nouvel Observateur, le Nouvel Obs qui s'appelle maintenant. Restez avec nous dans un instant, les informés avec Paul Barcelone. À tout de suite sur France Info.